Hello, c'est Lorraine. Bienvenue dans Storytaf, le podcast qui dit les termes sur le monde du travail. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast, donc déjà, merci pour ça. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles ou à mettre un petit like parce que ça donne un vrai coup de pouce. Aujourd'hui, je reçois Awa, la fondatrice de Check Ta Paye. Pour ceux qui ne savent pas encore, Awa, elle est partie d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, le monde du travail, il est hyper complexe. Il y a un manque de transparence autour de la rémunération. Et donc, toi, tu as créé une plateforme qui aide les salariés à mieux comprendre leurs fiches de paye et leurs droits. Et d'ailleurs, là, tu es sur un livre qui va sortir en septembre, qui s'appelle Check Ta Paye et reprend le pouvoir aux éditions Erol. Bienvenue. Merci Lorraine, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va nickel, merci. Je suis trop contente parce que moi, j'avais envie que le podcast, ça soit aussi un moyen pour les gens d'apprendre des choses. Et toi, vraiment, ton contenu sur les réseaux sociaux, parce que du coup, j'ai pas précisé, mais ta plateforme, c'est principalement les réseaux sociaux. C'est hyper instructif, c'est hyper simple d'accès aussi. Je trouve que tu as une manière de vulgariser qui est trop chouette parce qu'en vrai, la fiche de paye et tout ça, c'est souvent un peu relou. Et en plus, tu as toujours le sourire et ça, c'est hyper agréable. Mais je te retourne le compliment. L'idée, c'est vraiment ça, aider les gens à mieux comprendre ce qu'on doit leur payer, quoi. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va parler de salaire, de fiches de paye, de négociation aussi, parce que parfois, tu as des petits tips à donner sur ça, et de tout ce qu'un salarié devrait savoir sur ces sujets. Aujourd'hui, en fait, on va pas se mentir, la plupart des gens, quand ils reçoivent leur salaire, ils regardent juste leur compte en banque, ils sont contents. Et puis après, la plupart ne regardent même pas leur fiche de paye. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui te disent que de toute façon, ils regardent pas parce qu'ils comprennent pas et qu'ils savent pas comment la décrypter. Pour toi, c'est un problème ou pas ? Complètement, parce que tu as dit une phrase, tu as dit « ils regardent leur compte en banque, ils sont contents ». La plupart des gens, ils regardent leur compte en banque, ils sont pas contents. Donc, la problématique, c'est que la fiche de paye, en fait, ça cristallise ce qu'on est censé obtenir en contrepartie de notre travail. On consacre du temps, de l'énergie, et en fait, on a une contrepartie. On fait pas ça pour rien. Et c'est censé se cristalliser sur un document, et ce document, on n'y comprend absolument rien. Et on part du principe qu'il faut compter sur la bonne volonté, la bonne foi des autres pour s'assurer qu'on reçoit bien ce qui nous est dû. Et moi, je trouve que c'est un non-sens. On fait ça nulle part ailleurs. Mais sur le salaire, en fait, on nous a appris que c'était comme ça et on l'a accepté. Et en fait, moi, j'essaie de montrer une autre voie où c'est pas automatique et ça peut fonctionner aussi autrement. Donc toi, par exemple, quand tu étais encore salarié, systématiquement, quand tu recevais ta fiche de paye, tu l'as décryptée ligne par ligne ? Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense pas qu'il faille décrypter tous les mois sa fiche de paye ligne par ligne. Okay. Déjà, je vous rassure, si c'est la vision que vous en avez, n'empêche que moi, la chance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai fait des études dans ce domaine-là. Moi, j'ai été gestionnaire de paye, j'ai été formée en paye. Donc moi, je comprends ligne par ligne la fiche de paye si je me donne la peine de regarder. Vous, la plupart des gens qui regardent leur fiche de paye, t'es plombier, t'es assistante de direction, t'as un métier, t'as une expertise, et ton expertise, c'est pas la fiche de paye, et l'idée, c'est pas de te transformer en gestionnaire de paye. Toujours est-il que tu dois comprendre quand même le 20-80, le minimum pour t'assurer que tu n'es pas en train de te faire avoir sur l'argent qu'on est en train de te verser. Et c'est ça que moi, je propose à travers mes réseaux, à travers la plateforme de vérification qu'on a, à travers le livre que je suis en train d'écrire. Comment je fais pour maîtriser le strict nécessaire pour éviter de me faire avoir. Mais est-ce que tu as l'impression que si la fiche de paye, elle est difficile à comprendre, c'est une manière d'essayer un peu de tromper les salariés ? Je dirais pas que c'est une manière de tromper les salariés. La fiche de paye, elle est pas compliquée, mais elle est remplie. Elle est bien remplie. Et en fait, c'est le reflet de notre système de protection sociale. On a un système de protection sociale qui est riche, mais du coup, il y a plein de règles, il y a plein de conventions collectives, il y a plein d'organismes. Et du coup, ça entraîne beaucoup d'informations. Donc, c'est une espèce d'infobésité qu'on a sur 1, 2, 3 pages parfois. Et du coup, ça peut faire peur quand on n'a pas été familiarisé. Donc, le problème, plutôt, c'est que qui a intérêt à ce qu'on t'apprenne à toi, qui est adulte, qui gagne ton salaire, à lire ta fiche de paye. Et en fait, quand tu es adulte, personne ne t'occupe de toi gratuitement en général. Bien sûr. Et donc ça, c'est le sujet. C'est, en fait, l'école ne nous a pas appris à lire une fiche de paye. Et donc, une fois qu'on est dans le monde du travail, l'employeur, s'il n'est pas obligé de t'apprendre, il ne va pas le faire. Enfin, personne n'est obligé de le faire, donc personne ne le fait. Et donc, on est dans le flou quand on est salarié. Moi, je suis tellement d'accord avec toi sur le fait que on l'a pas appris à l'école. Et ça, je trouve ça hyper dommage. Pour moi, ça devrait être un basique. Tu vois, par exemple, à l'école, on apprend les fondements de la Ve République, quels sont nos devoirs en tant que citoyens. Tu vois, des trucs un petit peu basiques. En vrai, pour beaucoup, on oublie d'ailleurs. Moi, c'est vrai que la composition de l'Assemblée nationale, j'avais oublié une fois que je suis arrivée en école en fac de droit, j'avais complètement oublié comment ça fonctionnait. Mais
je comprends pas qu'on n'apprenne pas ça à l'école, mais comme le fait d'apprendre à déclarer ses impôts, moi c'est mon père qui m'a appris, mais je te dis la vérité, si mon père il avait pas été là, ça aurait pas été ma mère par exemple, tu vois, parce que ma mère elle a du mal. Donc je trouve ça un peu lunaire qu'on attende de nous, en tant que citoyen, en tant que salarié, en tant qu'adulte, de rentrer dans des sphères comme ça sans nous donner un peu les règles du jeu, alors que c'est juste la base en fait, c'est tellement fondamental de savoir comment est-ce que tu es payé, qu'est-ce qui est retenu sur ton salaire, à quoi ça sert aussi, puisque parfois on est là en mode bah ouais mais c'est quoi tous ces moins en fait, je comprends pas, je croyais que moi j'avais que du plus en fait. Genre, c'est chelou, tu vois. Toi aujourd'hui ce serait quoi les fondamentaux qu'il faut absolument comprendre sur sa fiche de paye et qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Alors la première chose vraiment à comprendre sur la fiche de paye, c'est que la fiche de paye c'est un petit peu comme une facture. C'est quand, par exemple, tu es entrepreneur, tu vas être décoratrice d'intérieur, tu vas aller faire une prestation de décoration et à la fin, tu vas adresser ta facture à ton client et tu vas lui demander de payer la note. C'est toi qui l'as faite, la facture. Donc, tu peux te fier ou en tout cas taper sur les doigts si tu t'es planté quelque part. Nous, en tant que salariés, c'est un peu différent. On fournit une prestation, un travail, mais l'État va imposer à l'employeur, qui est le client de notre travail, de réaliser notre facture et de s'assurer non seulement de nous payer nous, mais de payer aussi des organismes pour notre compte. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de points de contrôle où il peut y avoir des anomalies, des erreurs et des défaillances. Et donc c'est là où nous, notre contrôle, il est beaucoup plus important que inversement quand c'est toi-même qui fais ta propre facture. Et donc ça, déjà, si tu ne l'as pas compris, tu n'es pas en bonne posture par rapport à ta fiche de paye parce que tu vas regarder ta fiche de paye en disant « Ah, mais il faut que je comprenne chaque ligne. » Non, il faut que tu contrôles ce que tu as travaillé dans le mois. Est-ce que ça figure bien sur la fiche de paye ? Et donc, la fiche de paye, c'est un document de contrôle. C'est pas un document d'information. C'est un peu comme si tu prends une carte pour te déplacer. Je sais que vous êtes la génération GPS, mais avant, il y avait les cartes. En 1920. C'est ça, exactement. Et dans les cartes, si tu prends une carte et que tu te dis « Oh là là, j'aimerais comprendre la France », tu vas rien comprendre. Par contre, si tu es à Paris, tu dis « Je vais aller à Marseille » et que tu essayes de comprendre quel est l'itinéraire le plus rapide pour aller à Marseille, là, tu vas avoir des échelles, tu vas avoir des choses qui vont te guider et t'aider à comprendre est-ce que tu as pris la bonne route ou est-ce que tu t'es planté. Et c'est le même principe sur la fiche de paye. Et c'est le mécanisme pour moi qui est le plus important parce qu'il y a des gens qui vont regarder leur fiche de paye et qui vont dire est-ce que mes heures sup elles sont bien payées. Mais avant, ils ne sont pas en capacité de dire j'ai travaillé de telle heure à telle heure, j'ai commencé à telle heure, j'ai fini à telle heure. Qu'est-ce que tu peux essayer de comprendre à ta fiche de paye si tu ne sais pas déjà ce que tu as travaillé? Donc, il y a vraiment cette habitude de tracer ce que je fais, tracer ce qu'on me dit, tracer ce qui se passe pour pouvoir ensuite contrôler la fiche de paye. Donc, toi, tu recommandes à tous les salariés, en fait, en amont même de juste la vérification de la fiche de paye, de toujours tenir un peu comme un carnet de bord de ce que tu fais, tes horaires, parce qu'en fait, finalement, c'est une confrontation de ce que toi, t'as fait et ce que l'employeur considère que t'as fait. Exactement. Okay. En fait, c'est est-ce que le travail que j'ai fait, il est correctement reconnu sur ma fiche de paye ou est-ce qu'il n'est pas reconnu? Et c'est là qu'il y a les plus grosses sources d'erreurs. C'est qu'il se passe des choses dans le monde du travail. Tu finis à 19h, on voit ta fiche de paye 35 heures. C'est étrange. C'est pas tout à fait le reflet de la réalité. Or, si tu dois faire une analogie, un bulletin, c'est le miroir de la réalité. Et il y en a beaucoup, leur miroir, il est très déformé, quoi. Et est-ce que, par exemple, sur la fiche de paye, je peux avoir accès à des informations du type ma convention collective, combien de congés il me reste, c'est quoi un petit peu les clés pour toi qui sont repérables facilement et qui sont importantes pour les salariés? Alors, du coup, quand on reparle de ces références, en fait, il y a moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai réellement travaillé. Il va y avoir aussi le code du travail. Qu'est-ce que dit le code du travail dans ces circonstances? Qu'est-ce que je devrais avoir? Il va y avoir ensuite, dans un second niveau, la convention collective. Donc, la convention collective, c'est des règles en fonction de certains secteurs d'activité. Et ensuite, il va y avoir aussi des accords d'entreprise. Donc, par exemple, les représentants du personnel et l'employeur, ils vont s'asseoir, ils vont faire des accords et ça va venir s'appliquer. Et il peut y avoir des usages. Ça veut dire que l'employeur va décider d'accorder des choses également. Tout ça, ça va venir définir un cadre qui est ma référence et c'est à partir de ce cadre-là que la fiche de paye doit se conformer. Et donc, tant que je ne connais pas ce cadre, tant que je ne vais pas apprendre un petit peu à naviguer dedans ou à poser les questions à ceux qui savent, parce qu'on n'est pas censé se transformer en juriste pour comprendre sa fiche de paye, eh bien, l'idée, c'est qu'on va avoir du mal à définir est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal sur ma fiche de paye. Et du coup, par exemple, quand on est, je sais pas, je te dis un truc au hasard, je suis dans la convention collective de la restauration, sur ma fiche de paye, ça c'est supposé apparaître ?
Tout à fait. La convention collective, c'est une information obligatoire qui apparaît en fait en haut de bulletin. Et du coup, quand on pose la question, des fois les gens disent « je ne connais pas ma convention collective », tu as juste à regarder sur ta fiche de paye, tu vas retrouver ta convention collective. Et ensuite, si tu vas sur Internet, tu as par exemple le site codedutravail-numérique.gouv.fr et dessus, tu vas pouvoir rechercher ta convention collective et voir un petit peu en fonction de différents items, qu'est-ce qu'ils disent sur les congés, qu'est-ce qu'ils disent sur les indemnités de départ, etc. Du coup, là, tu dis que ça, c'est obligatoire. Il y a quoi d'autre qui est obligatoire, qui doit absolument apparaître sur la fiche de paye ? Alors, il y a beaucoup de mentions obligatoires sur la fiche de paye. Je ne les connais pas toutes par cœur, pour être honnête. Et je ne pense pas forcément qu'elles sont toutes utiles à savoir par cœur pour un salarié. Ok, alors celles qui sont utiles. Voilà. En fait, ce qui va être utile, ça dépend vraiment de ton contexte. L'idée, c'est poser d'abord le contexte. Par exemple, j'ai eu une absence maladie ce mois-ci. Quand je suis absence en maladie, je vais avoir soit un maintien de salaire, soit pas de maintien de salaire. Donc la première chose que je dois comprendre, c'est qu'est-ce qui doit se passer pour moi sur ma fiche de paye quand je suis malade. Et donc je vais m'intéresser au Code du travail. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi ? La loi, elle va dire peut-être que j'ai le droit à un maintien de salaire, mais elle va peut-être mettre des conditions. Peut-être qu'il faut que j'ai 1 an d'ancienneté. Peut-être que c'est après X jours d'absence maladie. La convention collective va définir d'autres règles plus avantageuses. Et peut-être que aussi, dans la façon de payer ces jours ou ces absences maladie, eh bien, il va y avoir des règles d'usage de l'entreprise. Et donc là, je vais pouvoir m'adresser à mes RH pour comprendre. Du coup, est-ce que c'est la sécurité sociale qui va me payer ou est-ce que c'est vous qui allez recevoir l'argent de la sécurité sociale et moi qui vais en recevoir une partie ? Une fois que j'ai collecté toutes ces informations-là, je peux m'intéresser à ma fiche de paye. Et si on m'a dit, alors, c'est nous qui te payons, je dois avoir la ligne de maintien de salaire. Si on dit c'est la sécurité sociale qui me paye, je dois voir quelque chose auprès de la sécurité sociale. Et en fait, c'est cette gymnastique qu'il faut prendre l'habitude de faire. Je trouve aujourd'hui beaucoup de termes qu'on considère comme étant basiques. Mais la vérité, c'est que moi, quand j'en parle dans mes vidéos, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire parce qu'encore une fois, on ne l'a pas appris à l'école et que parfois, on peut avoir des parents qui ne nous ont pas appris aussi ou eux-mêmes qui ne savent pas. Mais c'est quand même des termes qui sont hyper importants, mais qui sont flous pour certains. Est-ce que tu peux nous dire déjà la différence entre brut et net ? Alors, le brut, pour moi, c'est le vrai salaire. Souvent, en fait, pourquoi on s'intéresse tant au net si ce n'est pas le vrai salaire ? C'est que, en fait, le net, c'est souvent ce qui arrive sur notre compte en banque. Et du coup, nous, mon salaire, c'est ce qui arrive sur mon compte en banque. Mais en fait, le net, c'est qu'un mouvement de trésorerie. Ça veut dire que c'est ce qui reste à payer une fois qu'on a retiré tout ce qu'on devait retirer de mon salaire. Et donc, le véritable salaire, la contrepartie de mon travail, c'est le salaire brut. Pourquoi c'est ça la contrepartie de mon travail ? C'est parce que à partir du moment où en France, on te donne de l'argent, l'État a une part à prendre sur cet argent. Si on te donne de l'argent en net, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas le fruit du travail. Le travail, il est taxé, il y a des cotisations sociales dessus. Donc par exemple, un remboursement de transport, on va te le verser en net, tout simplement parce que ce n'est pas du salaire, c'est un remboursement. Tu n'aurais pas eu à dépenser d'argent, donc forcément, l'État ne va pas te prendre des taxes sur de l'argent qu'on te rembourse. En revanche, une prime qui t'est versée, par exemple, pour exceptionnel ou une prime de 13e mois, ça, c'est versé en brut parce que c'est une prime qui est liée à ton activité et donc on va cotiser dessus et c'est ça qui va te permettre d'avoir du revenu direct sur ton compte en banque, mais aussi du revenu différé. Ça veut dire de l'argent qu'on met de côté pour toi, pour ta retraite, pour quand tu es malade, pour quand tu es au chômage, etc. Tout ça, ça reste ton argent, c'est juste qu'on a dit bon, on ne sait pas si tout le monde va penser à être suffisamment prévoyant, donc on ne va pas vous laisser le choix, on va vous obliger à mettre de côté sur ces sujets-là. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette grosse différence entre ce que j'ai négocié, le salaire brut, et ce que je reçois vraiment en net dans ma poche sur mon compte bancaire. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi ce que c'est une cotisation ? Alors, une cotisation, c'est, sur le principe, ça peut être salarial ou patronal. Ça veut dire que moi, je peux le payer sur mon salaire que j'ai négocié, ou ça peut être l'employeur qui va venir le payer en plus du salaire qu'il a décidé de me verser quand on a négocié. Cette cotisation, ça va venir participer à un système qui va venir mettre de l'argent de côté pour quelque chose. Donc, ça va venir financer soit la retraite, le chômage, ça va financer aussi tout le système de santé, ça va financer énormément de choses qui nous bénéficient de manière directe ou indirecte. Quand tu as une cotisation de mutuelle, c'est-à-dire que tu payes tous les mois une mutuelle pour que quand tu as des frais de santé, ça prenne en charge. Quand tu as une cotisation allocation familiale, ok, peut-être que toi, tu n'as pas d'enfant, mais de manière indirecte, ça vient financer le système et peut-être que toi, tu en bénéficieras à un moment donné.
Comme la retraite, finalement. Je paye la retraite, je me dis, mais cet argent, il part quelque part et je le vois disparaître. Mais finalement, normalement, à terme, je vais en profiter. Alors, c'est même sûr, en fait. C'est même sûr. En fait, la retraite, il y a vraiment une part qui est individuelle. Ça veut dire que tu vas te créer des points. Après, quelle est la valeur des points au moment où toi, tu vas partir à la retraite? C'est ça qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, tes points, ils sont acquis. On ne peut pas te dire que tu n'as plus de points ou les points ont disparu. À moins que tu meures avant d'être à la retraite. Oui, ça, c'est sûr. Je le souhaite à personne. Mais c'est comme quand tu mets de l'argent de côté dans un compte en banque. Ouais. Si tu meurs, l'argent, il partira. Malheureusement. Mais parce que parfois, il y a des gens qui disent moi, je m'en fous du brut, il n'y a que le net qui m'importe parce que c'est ça qui est dans ma poche. Mais la réalité, c'est que tu es en train de dire que c'est comme si on avait plein de petits comptes épargne. En fait, tous les sous qui sont retirés de mon brut, il y a plein de sous qui vont me revenir par la suite. Mais à certains moments, dans certaines circonstances, parce que je suis au chômage, parce que je tombe malade, parce que je suis à la retraite, parce que, je sais pas, j'ai un enfant et que du coup, je vais avoir des allocations. Enfin, finalement, c'est une manière d'épargner. Un petit peu, c'est une épargne, mais c'est aussi une assurance. Par exemple, tu as une assurance habitation. Je touche du bois, j'espère qu'il n'y aura jamais le feu chez toi. Mais en fait, tu as une assurance auto. Tu n'auras peut-être jamais d'accident de ta vie, mais tu vas quand même payer ton assurance toute ta vie. C'est un système d'assurance. Donc oui, tu ne vas pas forcément récupérer l'argent, mais au moins, tu sais que tu roules plus tranquille quand tu sais que tu as une assurance auto quand même. Ouais, c'est clair. J'aime bien le fait que tu expliques ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur mais pourquoi on parle du brut, ça ne sert à rien, pourquoi on ne négocie pas en net, moi j'en ai rien à faire et tout. Et en fait, je trouve que c'est important, toi qui es une experte paye, d'expliquer justement que le brut, c'est ça le vrai salaire et que c'est ça la contrepartie. Quand on négocie son salaire donc en brut, il faut... Comment est-ce qu'on fait pour bien négocier, pour pas se faire surprendre en fait, en se disant par exemple 35 000 ça me paraît super et puis finalement se rendre compte qu'à la fin ce que tu gagnes vraiment dans ta poche, même si on se disait que le brut c'est important, mais que finalement ça te convient pas parce que je sais pas, t'as un loyer hyper élevé ou quoi. Comment est-ce que tu conseilles les salariés pour pas se faire surprendre, à quoi ils doivent penser en fait pendant la négociation? Alors, c'est hyper important déjà de bien négocier en brut et pas en net parce que souvent, moi, j'ai eu une anecdote un peu comme ça où il y a une salariée, elle avait 600 € d'écart entre le salaire qu'elle s'attendait à toucher et le salaire qu'elle touchait réellement parce que justement, c'est une négociation qui a été faite en net et en plus, du coup, il y a eu une incompréhension. Ah ouais, ça se fait de négocier en net? Ah il y a des gens, oui, ils disent je vais te payer 1 500 € net, ok, d'accord, super. Et l'autre en face dit ok, en fait, c'est brut. Et en fait, le brut, il n'est pas contrôlé. Donc, on ne sait pas si ce brut-là, en réalité, dans la réalité de la fiche de paye, il va correspondre au net qui a été promis par l'employeur. Toujours est-il, c'est que le salarié, lui, l'a signé sur un contrat qui a été rédigé en brut. Donc après, il ne peut pas trop dire « Ah oui, mais on m'avait promis 1 500 €. Il peut le dire, mais ça va être difficile à prouver. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment... négocier dans les termes qui sont inscrits sur le contrat de travail, ça paraît logique, vous n'allez pas écrire du net sur le contrat de travail, vous allez écrire du brut, donc négocier dans ces termes-là. En revanche, oui, pour comprendre comment je gère mon budget, j'ai besoin de savoir combien va arriver sur mon compte en banque. Donc là, l'idée, c'est de faire une simulation pour comprendre, à partir du salaire brut que j'ai négocié annuellement ou mensuellement, combien j'obtiens en net. Et aujourd'hui, sur le site de l'URSSAF, il y a un simulateur qui est très, très bien fait où ils vont vous poser en plus pas mal de questions. Ils vont vous demander, est-ce qu'il y a un remboursement de transport? Vous êtes dans quelle convention collective? Alors, ils ne gèrent pas toutes les conventions collectives, pas toutes les spécificités, ça reste une estimation, mais ça permet quand même d'avoir une bonne idée de à combien je peux m'attendre en net pour la négociation et parler déjà des bons chiffres. Et aussi au niveau du 13e mois, j'ai vu qu'il y avait souvent des incompréhensions au niveau de la négo. Enfin, je sais pas si c'est des incompréhensions ou si, en fait, c'est des salariés qui sont un peu à voir. C'est quoi tes conseils, justement, par rapport au 13e mois? Alors, en fait, si tu veux, il y a 2 types de 13e mois. Il y a des personnes, déjà, leur salaire, en fait, il est sur 13 mensualités au lieu d'être sur 12 mensualités. Donc, c'est pas un 13e mois en mode youpi, j'ai une prime supplémentaire. C'est vraiment juste, j'ai négocié 30 000 € annuels. 30 000 € annuels, au lieu de le payer sur 12 mois, je vais le payer sur 13 mois. Donc forcément, mensuellement, c'est pas la même chose. Il y a un mois où je suis content, mais la plupart des autres mois, ils sont forcément plus bas. Donc déjà, s'assurer que dans la compréhension, quand je parle avec toi, tu me dis, il y a un 13e mois, donc la rémunération, est-ce que ça vient s'ajouter à la rémunération dont vous parlez ou est-ce que c'est compris dedans? C'est une phrase, aucun RH va se vexer parce que vous posez la question, on clarifie en amont avant de s'engager. Après, si on vous dit c'est une prime qui vient s'ajouter, là, attention, une prime, c'est soumis à des conditions.
Et on sait que la prime de 13e mois, au niveau du Code du travail, ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que c'est une règle qui doit dépendre soit de la convention collective, soit d'un accord d'entreprise, soit d'un usage de l'entreprise. Et donc, il va falloir poser des questions pour savoir c'est quoi les conditions de cette prime. Parce que peut-être que cette prime, elle dit que si tu es en période d'essai, tu n'as pas le droit à la prime de 13e mois quand elle tombe au mois de décembre. Toi, tu n'auras pas de prime de 13e mois. Elle peut dire aussi que si tu es en période de préavis, tu n'as pas le droit à la prime de 13e mois. Elle peut dire aussi que si tu as eu plus de 3 mois d'absence dans l'année, tu n'as pas le droit à la prime de 13e mois. Et le fait de ne pas connaître toutes ces règles, c'est ça qui fait qu'on a le sentiment de se faire avoir parce que nous, on avait pris un package où on nous avait dit « oui, t'inquiète, c'est facile ». C'est toujours facile au moment où on s'engage. Par contre, au moment où on est censé nous payer, là, il y a plein de petites astérix là, qui arrivent et qui font qu'on n'a pas ce qu'on voulait. Toi, du coup, ton activité principale, c'est de vérifier si les gens ont été payés correctement. En tout cas, tu vérifies leur fiche de paye. Est-ce que tu constates qu'il y a beaucoup d'erreurs ? Et oui, on constate pas mal d'anomalies. Je veux quand même contextualiser dans le sens où la plupart des gens qui font appel à nos services, c'est des gens qui sentent que ça pue. Parce que généralement, tu ne vas pas payer une prestation de vérification si tu n'as pas un doute sur ta fiche de paye. Et dans plus de 80% des cas, nous, on constate qu'effectivement, le salarié, il avait raison de se méfier et on a vraiment des erreurs qui peuvent représenter des dizaines de milliers d'euros parfois. Par année ? Alors, pas forcément par année, ça peut représenter plusieurs années. Des fois, on a des contrôles sur 3 ans, des fois, on a des contrôles sur 1 an. En général, quand c'est des dizaines de milliers d'euros, ça peut être plusieurs bulletins. Mais par exemple, sur un solde de tout compte, c'est pas rare d'avoir plus de 10 000 euros d'erreur quand c'est des sommes conséquentes ou quand il y a une ancienneté conséquente. C'est pas rare. C'est pas rare, ouais. Plus de 10 000 euros. Alors là, il faut aller sur ta plateforme parce que il y a des gens qui doivent se dire « Oula, c'est vrai que parfois, je suis pas trop sûre. » Est-ce que tu trouves qu'il y a des erreurs de paye qui reviennent régulièrement ? Genre, c'est toujours le même souci qui revient ? Alors oui, il y a vraiment... En fait, il y a 2 cas de figure où souvent on a des erreurs de paye. C'est les soldes de tout compte. Soldes de tout compte, c'est un moment assez critique parce qu'en fait, on est censé, le nom il est très clair, solder tout ce qu'on te doit pour la collaboration et la relation de travail. Donc en fait, déjà, il y a une intervention humaine parce que le gestionnaire de paye, il va activer en fait la fin du contrat. Donc qui dit intervention humaine dit plus de risque d'erreur parce que l'humain fait des erreurs. Mais en plus, du coup, il y a des compteurs. En fait, on va compter sur plusieurs bulletins, sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Donc une erreur qui sur un seul bulletin aurait fait 100 balles, sur toute une carrière avec toute l'ancienneté, ça peut vite chiffrer sur des montants très importants. L'autre cas de figure, ça va être les événements, genre un congé maternité, un arrêt maladie. Là, comme je dis, il y a plus d'acteurs. Il y a la sécurité sociale qui va rentrer en ligne de compte, l'employeur avec le maintien de salaire, parfois une prévoyance aussi qui va venir impliquer. Et tout ça, ils ont des conditions, ils vont payer, ils vont pas payer, on a reçu. Déjà, le salarié, il est un petit peu perturbé parce qu'il y a plein d'interlocuteurs, il y a plus de lignes sur le bulletin, donc il comprend encore moins. Et donc, là aussi, on a des cas de figure où c'est complexe, même pour le gestionnaire de paye, c'est complexe pour l'employeur qui n'est pas forcément aussi spécialiste de la paye. Et donc, on a aussi beaucoup plus d'erreurs dans ces cas-là. Du coup, vous, dans ta plateforme, quand quelqu'un détecte une erreur, comment ça se passe après ? La personne, elle te met en contact avec son employeur ? Enfin, c'est comme si c'était un avocat ? Alors non, nous, on n'est pas dans un rôle en fait juridique ou d'accompagnement juridique. Nous, on est vraiment sur l'accompagnement du chiffrage. On travaille aussi justement parfois avec des avocats quand ils vont se rendre compte qu'il y a par exemple le cas fréquent forfait jour où en fait les cadres parfois peuvent être forfait jour et souvent il est un peu interprété comme travail illimité par les employeurs alors que c'est pas du tout le cas et des fois l'avocat va dire on va dénoncer le forfait jour parce que c'est pas normal donc on va revenir sur un contrat simple en 35 heures et nous on va nous demander de chiffrer donc concrètement toutes les heures qu'a effectué ce salarié sur, par exemple, les 3 dernières années, ça représente quoi financièrement ? Et ce n'est pas juste des heures sup qui manquent à payer, c'est des heures qui impactent les congés payés, qui impactent les éventuelles primes qui ont pu être payées, les repos qui auraient dû être octroyés. Et nous, on va faire tout ce chiffrage et ce calcul-là qui va venir être versé au dossier du salarié. Et donc, il va aider son avocat à faire valoir ses droits. Mais on a aussi une partie amiable où, en fait, l'employeur, nous, il ne sait pas du tout que le salarié il a fait appel à nos services. C'est juste que il dit
c'est bizarre, ma paye, elle me paraît pas correcte. Il n'arrive pas à se comprendre avec le service paye qui dit, en fait, vous dites que c'est bizarre, mais en fait, vous amenez aucun élément tangible. C'est bien beau de dire c'est bizarre, mais moi, si vous me ramenez pas, qu'est-ce qui cloche ? Je vais pas chercher pour vous. Et donc, en fait, ils viennent nous voir. Nous, on va faire un contrôle de la fiche de paye. On va leur donner un modèle de lettre qu'ils peuvent utiliser pour dire, voilà les anomalies qu'on a détectées. Et eux, ils vont pouvoir faire un mail au service paye. Et souvent, c'est réglé comme ça, parce que là, il y a des chiffres. Il n'y a pas juste, j'ai l'impression que c'est bizarre. Il manque tel montant ici. Si demain, moi je suis à mon compte, mais imaginons que demain je suis salariée et là je reçois ma fiche de paye et je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une erreur, mais je sais pas quoi. En première intention, je suis supposée m'adresser à qui ? Au RH ? Alors, première intention, si déjà il y a le montant, tu peux t'adresser au RH. Alors, l'idée c'est de les questionner en disant j'ai une impression, en fait, par rapport à ma fiche de paye de d'habitude, je ne vois pas. Là, avant de partir sur une impression, moi, ce que je conseillerais quand même, c'est juste de faire un truc tout basique. Tu prends ta fiche de paye précédente, tu prends la fiche de paye qui est en anomalie, tu prends une règle et tu regardes c'est quoi les lignes qui sont plus pareilles par rapport à la dernière fois et qui impactent ton net à payer. Déjà, venir en disant « je ne comprends pas pourquoi cette ligne-là, elle est plus comme avant », ça aide un petit peu plus le RH ou la gestionnaire de paye derrière à regarder rapidement et dire bon il y a ça et donner un début d'explication que juste dire non mais j'ai reçu parce que j'ai été gestionnaire de paye, des fois on a des salariés qui nous appellent et qui disent j'ai reçu 2 000 €, c'est impossible que ce soit ma paye, je sais pas ce que vous avez fait mais revoyez votre copie. Là forcément on va braquer la personne en face. Je comprends qu'on ait ce sentiment là parce qu'on a travaillé, c'est notre dû, mais par contre il faut se dire j'ai raison et ok, la raison, ça ne va pas te donner forcément ton argent. Quelle stratégie je vais mettre en œuvre pour récupérer mon argent ? Ok, donc je vais voir ma RH avec du coup ma règle et mes petites lignes. je prends en note ce tips. Et si jamais ma RH, elle me dit ouais mais non, en fait, il n'y a pas de problème. C'est quoi mon option numéro 2 ? Alors, l'option numéro 2, ça peut être de faire appel, si on n'a pas forcément le budget, à ces représentants du personnel qui vont pouvoir nous aider un petit peu à y voir plus clair. Alors après, ce n'est pas toujours forcément des spécialistes de la paye, mais ils ont quand même l'habitude d'accompagner des salariés. Des fois, ils les accompagnent même jusqu'au prud'homme. Il y a des représentants syndicaux. Donc, ils peuvent quand même être d'une aide précieuse pour essayer de comprendre et démêler le vrai du faux et de voir ce qui se passe. Et ils seront intéressés aussi de remonter, surtout s'il y a plusieurs salariés qui se plaignent de la qualité des payes qui ressortent, pour aussi pousser de leur côté et dire il y a un problème peut-être dans la production de la paye. Et si vous n'avez pas de représentant du personnel dans l'entreprise, parce que souvent les gens ils se disent ouais mais moi c'est une petite boîte, on est 3 avec le patron, comment je fais, il n'y a pas de représentant. Il faut se rendre auprès de la DRITS, donc c'est la direction régionale qui s'occupe de l'emploi sur le territoire, donc il y en a partout dans toutes les régions. Et là-bas en fait ils ont une liste de tous les représentants syndicaux auxquels vous pouvez faire appel. Donc quelle que soit la taille de votre entreprise, vous avez forcément un représentant syndical. Au niveau des erreurs, est-ce que tu dirais que c'est toujours involontaire ou tu as l'impression que parfois il y a des employeurs qui jouent un petit peu avec ça ? En fait, moi, je dis que les employeurs, c'est des humains comme les autres. Et souvent, j'aime bien faire des les petits box sur en story Insta pour poser des questions. Et je donnais un exemple où j'avais une salariée qui avait eu un trop perçu sur salaire de plus de 1 000 €. Et je disais, à sa place, est-ce que vous le déclarez ? Parce que du coup, la paye ne s'en est pas rendu compte. Et je crois qu'il y en avait qui disaient, bon, je garde la somme de côté au cas où on me la réclame. Mais la grande majorité ne disait rien. Et en fait, la plupart des employeurs, ils sont comme vous. C'est-à-dire que en fait, ils peuvent se rendre compte d'une erreur, mais s'ils ne l'ont pas fait exprès, ils vont se dire, bon, tant que personne ne bouge, tant que personne ne parle, je ne vais pas rembourser. Par contre, si on vient leur dire, il manque de l'argent là. Ah, oups, j'ai pas fait exprès, et ils remboursent parce qu'ils cherchent pas non plus à aller à un prud'homme pour une erreur de paye. Après, il y en a qui, bien sûr, vont vous rembourser, mais c'est le faible pourcentage de gens honnêtes qui rendent, quand quelqu'un a fait tomber un billet de 50 €, qui rendent le billet de 50 € à la personne en face. Du coup, toi, c'est drôle parce que j'avais même pas pensé, mais c'est vrai que tu soulèves que parfois il y a des erreurs de paye, mais dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens. Dans le sens qui arrange le salarié. Dans le sens qui arrange le salarié. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais il y a des gens parfois qui reçoivent 2 fois leur paye, par exemple. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand il se passe ça ? Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Du coup, je changeais de job. Et du coup, avant d'arriver, donc j'avais signé. Et en fait, il y avait une négo et finalement, j'ai été restée 1 mois de plus dans mon ancienne boîte. Donc, je suis venue 1 mois plus tard. Sauf que le mois où j'étais censée commencer, j'ai reçu une paye complète. Donc, 1 mois de paye entier. Problème de transmission d'informations quelque part, je suppose. Mais en fait, du coup, j'ai quand même dit toc-toc. En fait, je sais pas si c'est une prime de bienvenue, mais j'ai reçu une paye complète. On m'a dit, ah non, c'est une erreur. Donc oui, ça arrive dans les deux sens, les erreurs. Par contre,
Le problème, c'est que toi, en tant que salarié, tu l'as subi parce que l'erreur, c'est pas parce que l'employeur a fait une erreur qu'il n'est pas en droit de réclamer quand il s'en rend compte. Donc, il a, comme toi, 3 ans pour réclamer des trop-perçus. Et du coup, quand il réclame, c'est relou de rembourser. Et surtout, ces sommes-là, moi, je l'ai remboursée, mais elle a été déclarée aux impôts. Donc, ça veut dire... oui, parce que quand on te paye, l'employeur, il le déclare aux impôts. Donc, ça veut dire qu'ensuite, je me suis retrouvée à devoir corriger ma déclaration d'impôt. Si tu es du genre à pas regarder tes fiches de paye, plus supplément, pas regarder ta déclaration d'impôt parce que t'inquiète, elle est pré-remplie, tu payes. Et si j'avais pas corrigé, j'allais payer 400 € de trop d'impôt cette année-là. Si jamais je dis rien, j'ai 3 ans où l'employeur, il faut qu'il s'en rende compte, sinon l'argent il est à moi. Alors, l'argent... et pas à toi, dans l'absolu, mais dans l'absolu, ton employeur, il y a prescription. Donc, ça veut dire que s'il veut aller en justice pour obtenir son argent, le juge, il va dire c'est trop tard. Nous, on ne va pas t'aider à réclamer ton argent. Après, s'il te le réclame, tu veux lui rembourser, tu es toujours libre. Mais c'est pareil dans l'autre sens, du coup. Si moi, je ne me rends pas compte que j'ai des erreurs sur ma paye et que mon employeur a oublié, je sais pas, de me payer mes congés payés à tel moment, j'ai 3 ans pour faire remonter le problème. Sinon, après, c'est finito, quoi. Exactement. D'ailleurs, en ce moment, par exemple, il y a eu pas mal ces dernières années d'évolution sur les congés payés qu'on acquiert pendant la maladie. Et là, je le dis à ton micro, vous avez en ce moment jusqu'au 24 avril 2026 parce qu'il y a eu un délai de prescription qui a été mis pour les personnes qui ont eu en fait des arrêts maladie antérieurs pour réclamer vos congés. Et donc, il y en a qui pensent que c'est trop tard parce qu'ils se disent « Oh, mais je suis tombée malade en 2015 ». Bah ouais, mais tu peux quand même encore récupérer tes congés, mais il faut faire la demande avant le 24 avril 2026. Je donne du contexte parce que nous, on sait de quoi on parle. Oui, en gros, il y a eu une réforme qui admet que quand on est en arrêt maladie, maintenant, on peut continuer à acquérir des congés, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était en arrêt maladie, il n'y avait plus de congés pendant il n'y avait pas de congés qui s'ajoutaient en gros pendant la durée de l'arrêt maladie. Et en fait, parfois, pour certaines personnes, sur les maladies longues, ça peut représenter 10 jours, 15 jours de congés payés qu'en fait, on a acquis, mais on ne sait pas qu'on l'a acquis, puisque comme cette réforme, elle est rétroactive, comme tu l'as dit, ça peut concerner une période qui date d'il y a 10 ans. Et nous, on se dit, non, mais la réforme, elle est nouvelle, donc je ne suis pas concernée. Non, du coup, ça peut concerner des gens, même l'année dernière, l'année d'avant ou en 2015. Donc, écoutez ce qu'Abo a dit. Vous pouvez aller réclamer ces jours de congés payés qu'on ne vous a pas versés. Mais je pense que, comme tu dis, là, c'est à toi de faire la demande parce que l'employeur, il ne va pas se pencher dans les trucs, dans tous les trucs qui remontent à je ne sais pas combien de temps. T'as un peu autre chose à faire, mais le truc, c'est qu'il faut être quand même assez au courant de tout ça parce que tu vois, nous, on sait parce que c'est notre thématique, mais quand tu es salarié, tu n'es pas forcément au courant de toutes les réformes et même rétroactif, tu vois, il y a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, Exactement. En fait, la particularité de cette loi, c'est vraiment que l'Europe avait déjà mis en place depuis de nombreuses années le fait qu'en maladie, on continue. Sauf qu'en France, on ne voulait pas appliquer cette règle-là. Et c'est ça qui fait que c'est un peu exceptionnel et on peut remonter très loin en arrière pour demander. C'est ça, rétroactif. Rétroactif, c'est revenir en arrière pour appliquer les choses maintenant. Et donc, c'est important de le faire. Mais bon, même après le 24 avril, je tiens à le dire, si vous tombez malade, il faut vous assurer qu'on vous paye bien vos congés payés parce que ça continue même après le 24 avril. Tu parles de l'Europe. Un truc qui est important aussi à savoir, c'est qu'en fait, le droit européen, il doit après s'appliquer, en France parce que c'est un droit qui est supérieur au droit français. Et donc, quand l'Europe met en place des droits pour les salariés, etc., après, ça doit être appliqué en France. Donc, par exemple, là, il y a la transparence sur les salaires bientôt. Mais c'est parce que l'Europe l'a voté que ça arrive en France. Alors, moi, j'avais aussi une question sur les arrêts maladie, les congés maternité. Quand on est en arrêt maladie, en congé maternité, etc., qu'est-ce qui change sur la fiche de paye et qu'est-ce qu'on doit surveiller particulièrement ? Alors, ce qui va changer quand on a une absence en tout genre, et plus particulièrement les absences de type sécurité sociale, c'est que déjà, tu vas avoir une ligne qui va venir valoriser l'absence. Une fiche de paye, ça marche souvent comme ça. C'est-à-dire que tout est tracé, c'est le miroir de la réalité. Donc, on ne va pas juste dire, non, d'habitude, tu es payé 2 000 €, on va mettre 1 800 à la place de 2 000. Jamais de la vie. On va dire, tu as été absent une journée, ça fait peut-être moins 100 €, et après, on va remettre soit un maintien de salaire, plus 100 € de « je maintiens ton salaire même si tu n'es pas là », pour une raison de maternité ou de maladie, et ainsi de suite. Donc déjà, tu vas avoir ces deux mouvements-là. Ensuite, si par exemple, ton employeur, il pratique ce qu'on appelle la subrogation. Donc, attention, gros mot. La subrogation, c'est quoi ? C'est juste de dire à la sécurité sociale, ça coche une case. Et cette case, elle dit, attention, n'envoyez pas l'argent
que vous devez payer à ce salarié au salarié, envoyez-le-moi à moi, et moi, je vais payer le salarié directement. Pourquoi on pratique la subrogation ? Parce que souvent, ça simplifie les choses. Moi, en tant que salarié, j'ai qu'un seul interlocuteur, c'est mon employeur. Directement à la fin du mois, il va maintenir mon salaire. Et puis même si la Sécu a un peu de retard, etc., elle le paiera après. Donc ça, c'est quand même assez confortable en tant que salarié d'avoir un employeur qui pratique la subrogation. Mais ce n'est pas une obligation légale de pratiquer la subrogation. Et ce n'est pas écrit quelque part que l'employeur il pratique ou pas la subrogation. Donc si vous ne posez pas la question à votre employeur, eh bien, il va pas pouvoir, personne ne va pouvoir vous dire si vous devez vous attendre à vous recevoir les indemnités de la Sécu ou si c'est l'employeur qui va recevoir les indemnités de la Sécu. Donc moi, ce que je propose, c'est quand vous envoyez votre arrêt de travail, rajoutez dans le mail, pouvez-vous me dire est-ce que vous pratiquez la subrogation ou pas ? Comme ça, moi, je sais, est-ce que c'est à la Sécu que je dois mettre un peu la pression pour qu'ils accélèrent et bien m'assurer qu'ils aient tout reçu de la part de l'employeur, ou est-ce que c'est sur ma fiche de paie à la fin du mois que j'aurai le maintien de mon salaire ? Après, malheureusement, parfois, il y a des employeurs qui disent qu'ils font la subrogation et ils ne versent pas aux salariés. Et c'est aussi une manière de mettre la pression aux salariés pour qu'ils démissionnent, surtout pour les arrêts maladie longs. On est vraiment dans un rapport qui est asymétrique. Parce qu'en fait, quand tu es salarié, que tu as un problème sur ta fiche de paie, c'est souvent ta principale et seule source de revenus. À la fin de la journée, la RH, même si elle fait de son mieux, etc., quoi qu'il arrive, elle rentre chez elle et elle aura son salaire. Toi, peut-être que tu n'auras pas de salaire. Donc forcément, le niveau de tension que tu peux avoir, les enjeux que tu peux avoir font que tu vas peut-être des fois pas oser aller au bout de la démarche ou quoi, parce que tu te dis, c'est mon gagne-pain quand même qui est en jeu. Toi, aujourd'hui, tu as une expertise sur la vérification de la paye. Si tu devais donner un seul conseil pour éviter de perdre de l'argent, ce serait quoi ? Prenez une assurance protection juridique. Ah, preach. Vraiment. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ça sert ? Oui, bien sûr. Mais je vais donner un exemple qui va vous parler très fort. En fait, une fois, j'ai une abonnée qui m'a écrit sur les réseaux en me disant, en fait, j'ai un problème. J'ai pas été payée ce mois-ci. Donc, en fait, problème avec son employeur, il n'a pas été payé ce mois-ci. Et donc, moi, je lui indique les démarches. Mais en fait, elle me dit, mais mon dilemme, c'est que vu que j'ai pas été payée, j'ai pas de thune. Et pour me faire accompagner à récupérer mon argent, il faut que je paye des avocats, il faut que je fasse vérifier mes fiches de paye. Et j'ai pas d'argent. Et en fait, l'assurance protection juridique, c'est exactement ce sujet-là. C'est de dire, en fait, si tu as un problème, tu as un litige avec ton employeur, tu as une question de droit du travail, tu ne sais pas à qui t'adresser, tu as le numéro déjà souvent d'une assistante juridique que tu peux appeler en disant « on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que dit la loi ?» etc. Ça m'aide en fait à avoir ce socle-là. Mais également, il peut y avoir aussi des budgets pour prendre en charge un avocat qui va pouvoir se dire « en fait, souvent, on abandonne des démarches. Il y a énormément de salariés qui ne vont pas au prud'homme parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les avocats. Et quand tu es en litige avec ton employeur, hop, ta source de revenus principale, elle est en danger. Et donc, tu dis, je vais aller ailleurs, je démissionne, je vais ailleurs. C'est un choix rationnel parce que tu vas au plus pressé. Mais par contre, tu laisses beaucoup d'argent sur la table dans ces conditions-là. Alors qu'en fait, tu peux aller ailleurs et laisser l'avocat gérer et continuer ta vie. Et puis, au bout d'un moment, tu vas finir par avoir un chèque parce que tu avais raison, en fait. C'est juste que cette démarche-là, et on ne nous l'apprend pas, et c'est vrai que ça pique le cœur, mais en fait, le droit, il existe, on a des droits, mais par contre, faire activer la loi, activer le droit, c'est pas gratuit. Non. C'est pas gratuit, ça a un coût. I know. Moi-même, c'est un regret que j'ai, c'est public, j'ai un procès et donc je paye un avocat, ça coûte extrêmement cher. Je me rendais pas compte avant d'avoir un avocat et encore, je pense qu'il y a des heures qui ne me comptent pas parce qu'il est sympa, mais déjà un avocat, très souvent ça se paye à l'heure. Plus tu prends un avocat qualifié qui est vraiment expert de la thématique, moi c'est droit de la presse, plus ça coûte cher parce qu'en fait c'est logique, son Bien expérience sûr. tu la payes et je ne savais pas qu'en tant qu'auto-entrepreneur, je pouvais aussi avoir une assurance protection juridique et surtout, je ne savais pas à quoi ça servait parce que je n'en voyais pas l'utilité, parce que je n'avais jamais eu de problème. Et une fois que j'ai eu ce procès, et quand tu es attaqué, tu es obligatoirement représenté par un avocat. Tu ne peux pas aller te représenter seul, même si, par exemple, au prud'homme, tu peux te représenter seul, mais je ne le conseille pas, vraiment. Mais en France, quand quelqu'un t'attaque, peu importe où, hormis au prud'homme, de toute façon, c'est le salarié qui attaque au prud'homme, mais voilà. Quand on t'attaque, tu es obligé d'être représenté par un avocat. Ça coûte maxi cher. L'aide juridictionnelle, c'est un peu un mirage parce que ça concerne vraiment une très petite partie de la population parce que vraiment gagner très peu
d'argent. Faut pas avoir de travail et de salaire. Voilà. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point, ok, peut-être que l'assurance, tu vas la payer, j'en sais rien, 50 balles par mois. Imaginons, je te dis un truc élevé, parce que quand t'es auto-entrepreneur, je pense que c'est quand même plus élevé. Mais en fait, quand t'as 5 000 € d'avocat, les 50 € d'assurance, tu t'en fous en fait de les avoir payés parce que c'est hyper rentable, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est un très bon conseil. Donc je recommande à tout le monde de suivre ton conseil parce que c'est trop cher la justice. Malheureusement, c'est supposé être... Enfin, tu vois, on a tous des droits et c'est supposé être... les tribunaux sont supposés être accessibles, mais la réalité, c'est que c'est long, c'est que c'est cher. Et c'est qu'un avocat, ça permet aussi de se détacher, je trouve. Tu vois, tu dis, l'avocat, il peut s'occuper du truc quand tu es au prud'homme et que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans et que c'est une charge mentale et que c'est drainant psychiquement et tout. C'est bien d'avoir un avocat parce que c'est aussi une protection, en fait, comme barrière, si voilà, une barrière. Parce que l'employeur, il est beaucoup plus huge que toi, il a beaucoup plus de moyens. Pour lui... c'est pas aussi important que pour toi parce que lui c'est une entité alors que toi t'es une personne seule et je trouve que moi je recommanderais déjà à n'importe qui de prendre un avocat s'il va au prud'homme mais surtout il faut se rendre compte que c'est pas seulement quelqu'un qui nous défend, c'est aussi quelqu'un qui nous protège de la manière dont ça peut nous atteindre parce qu'en fait c'est extrêmement maintenant que je suis dans ça, je me rends compte à quel point ça t'impacte. Quand bien même si tu sais que tu as raison, quand bien même si tu sais qu'il va y avoir une fin, etc. Moi, j'en ai pas dormi la nuit, tu vois. Ça use. De ouf. Et évidemment que pour certains employeurs, il y en a même qui vont vous dire allez-y, poursuivez-moi au prud'homme parce qu'ils savent en fait que personne n'a envie de se retrouver dans cette situation. Alors que comme tu le dis, on a des droits et que parfois il y a des gens qui passent à côté d'une grosse somme parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre la tête, chose que je peux totalement comprendre. Mais l'avocat sert à ça, justement. C'est lui qui se prend la tête, c'est lui qui se prend les balles aussi, parce qu'il est plus... armé. Voilà, tout à fait. Et puis, en fait, moi, je pense que c'est vraiment avoir le choix. Tu vois, des fois, on peut se dire, en fait, j'ai pas envie de consacrer mon temps, mais avoir la sensation d'avoir le choix, plutôt que se dire, en fait, j'ai pas les moyens de me défendre. Je pense que déjà, psychologiquement, que ça fait une grosse différence. Après, je rajouterais une petite chose. Les assureurs ne sont pas des enfants de cœur non plus. Ah non, ça, je le sais. Donc, vraiment, lisez attentivement les conditions et les clauses des assurances protection juridique. C'est pas, parce que... C'est pas une mutuelle. Hein. Voilà. On les voit venir. Donc, regardez bien déjà c'est quoi les conditions. C'est bien, comme je vous dis, si déjà vous avez au moins un service juridique que vous pouvez appeler. Ouais, souvent, c'est rassurant aussi. Ça, c'est bien parce que on n'a pas envie d'aller au prud'homme. Personne n'a envie. Mais du coup, quand vous montrez que vous maîtrisez vos droits, on vous dit quelque chose, ça tient pas la route et que vous revenez en disant « je me suis renseigné, en fait, c'est ça. » Déjà, ça fait qu'il y a beaucoup d'affaires où on dit « ah, ok, bon, lui, c'est un peu de quoi il parle, on va pas tester et on va régler la chose rapidement à l'amiable. » Et deuxièmement, c'est quoi le plafond ? Parce qu'on va pas vous laisser non plus prendre l'avocat le plus cher illimité. Donc, souvent, il y a un plafond, mais tu vois, ça peut être 2 000 €, 3 000 €. Ça peut couvrir quand même une procédure au prud'homme. Donc, c'est intéressant de savoir, d'avoir les conditions et vous-même, en fait, le fait de savoir, ok, je sais que si j'ai un problème, que j'ai un litige, je dois aller chez l'avocat et j'ai un budget de 2 000 €, même si tu vas jamais l'utiliser, en fait, quand on commence à te mettre la pression au travail, tu sais que ça existe. Alors que si tu n'as rien, en fait, là, tu es tout de suite en train de paniquer en disant « oh, qu'est-ce qui se passe ?» etc. Toi, tu conseilles de garder toutes ces fiches de paye ? Alors ouais, c'est même pas un conseil, c'est vraiment... Déjà, pour le coup, c'est écrit et c'est une mention obligatoire du bulletin à conserver sans limite de durée. Ok, toute sa vie. Alors, toute sa vie, au moins jusqu'à la retraite, tu vois. Une fois que tu as liquidé la retraite, là, peut-être ça se discute, mais bon, on sait jamais. Non, je rigole. Mais pour te donner une anecdote, par exemple, moi, mon père, je l'ai accompagné à liquider sa retraite en 2019. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait 2 années blanches sur ses déclarations de retraite. Et du coup, 87 et 88 de mémoire. Oh, ah ouais. Donc voilà. En fait, si tu n'as pas gardé tes bulletins, en fait, la première question que te dit l'organisme de retraite, ah bon, vous avez corrigé, envoyez-nous vos bulletins. Donc, quand tu as bossé en 1987 et en 2019, on te demande tes bulletins, c'est bien de les avoir conservés. Je n'étais même pas née. C'est ça, moi non plus, tu vois. Donc, pour le coup, moi, mon père, il garde super bien ses documents, donc on a pu envoyer. Mais il y a eu un problème de déclaration, c'est-à-dire que les fiches de paye, elles étaient justes, mais son employeur, c'était un petit patron qui avait eu des difficultés financières à un moment donné, qui n'avait pas bien fait les déclarations qu'il fallait aux organismes. Et donc, il y a 2 années qui ne sont pas remontées. Et donc, 2 années, c'est une pension de retraite qui est amputée
pour le reste de ta vie, en fait. Donc, c'est hyper important de garder ces fiches de paye. Et donc, moi, je dis, on est en 2026, donc ne les gardez pas au format papier, s'il vous plaît. Ouais. Moi, je dis, il faut tout centraliser à un seul endroit, idéalement un coffre-fort numérique parce que ça reste des documents sensibles. Donc, vous avez DigiPost qui offre jusqu'à 5 gigas gratuitement. Donc, une fois par an, juste, tu te dis, bon, c'est la corvée. Moi, je ne vais pas vous vendre que c'est sexy. Hein. C'est pas sexy, mais en fait, c'est la vie d'adulte. C'est pas sexy, mais c'est utile. Awam, merci pour tous tes conseils. Merci aussi pour ta bonne humeur. Franchement, c'est la première fois que je parle de fiches de paye avec autant d'entrain. Donc, merci pour ça. On peut évidemment te retrouver sur tes réseaux sociaux que je mettrai dans la description de ce podcast. Et puis, très bientôt, on pourra lire ton livre. Yes. Donc ça, c'est trop chouette. Storytaf, c'est un lundi sur 2. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça a été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles, à liker, à commenter. Bref, vous connaissez, ça donne un coup de pouce, ça aide. Je dis quoi ? Un pouce de pouce ? Ça donne un coup de pouce, voilà. Ça donne de la visibilité, ça donne de la force. C'est un projet que j'écris, je produis, j'anime seule. Donc, ça fait du bien de savoir que vous soutenez ce projet. Et merci encore. À très bientôt. Bisous.